Bah, j'ai grandi à Clamart, donc c'est la banlieue, ouais. Ouais. Je suis pas un gars de pour un Parisien, je suis pas un Parisien. T'as été salarié, t'as bossé un peu? Un truc horrible, j'ai fait 3 semaines et j'ai vu que c'était trop dur ce genre de travail, et du coup beaucoup de respect pour les gens qui font ces métiers. Non, mais c'est complètement humain. C'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant. Je me revois encore sur Google Maps, tu sais, dans mon HLM, Et tu sais, alors, en train de faire ça. Et bienvenue dans Salarié Provisoire, le podcast qui te donne le cœur de devenir entrepreneur. Encore, on les enchaîne toutes les semaines. Un invité de marque aujourd'hui, le fameux Cyril Benzaken. Alors, j'ai pas l'habitude de présenter les gens. Est-ce que toi, c'est OK pour te présenter? Est-ce que tu as maîtrisé ce petit exercice? Écoute, merci de me recevoir, Julien, avec plaisir pour me présenter. Écoute, déjà la première chose, c'est que je suis donc sportif professionnel en kickboxing. Donc le kickboxing, c'est de la boxe pied-point, où on se sert des poings et des pieds dans un ring. Et dans cette discipline, donc je suis 6 fois champion du monde. Ça, c'est pour la partie sportive. Et parallèlement à ça, je suis entrepreneur, même si c'est presque un pléonasme, parce que quand t'es boxeur professionnel, finalement, t'es souvent un peu entrepreneur par rapport à tout ce que tu dois manager en tant qu'athlète et on va dire l'équipe que tu montes autour de toi. Et donc je suis entrepreneur avec une société de production et plusieurs projets que je mène. Que tu mènes tranquillement. Tu sais, j'ai pas mal de profils, tu vois, à inviter. J'en ai invité quelques-uns maintenant. Et je suis vraiment super content qu'on puisse faire cet épisode, comme je te l'ai dit. Je suis étonné que tu aies répondu si vite, parce qu'en général, tu es assez occupé. Nos échanges donnent lieu à des conversations qui sont parfois timées à coup de un message par semaine, grand maximum. Ah oui, c'est vrai qu'on a eu cette période. On a eu cette période quand j'arrive à te catch. Parce qu'un message par semaine, c'est si tu prends le temps de répondre. Tu vois, comme quoi ça veut bien vraiment dire que c'était le timing. Ouais, c'était le timing. Mais quand tu m'as dit let's go direct, j'ai dit... Mais moi, j'ai dit ok. On va revenir sur des choses qui nous lient. On a de la chance, on a ça. C'est un truc que tu peux rarement faire à mon avis dans les interviews. Moi, je vais te ramener longtemps en arrière. Est-ce que tu te rappelles salle de boxe, taille, Asnières? Bien sûr. Ouais. Alors, est-ce que tu te rappelles un peu de notre rencontre ou vaguement? Moi, j'ai quelques vagues souvenirs. Alors, en fait, justement, c'est drôle parce que sur la route, je me suis dit, mais la première connexion avec Julien, il me semblait que c'était des photos d'un combat à Asnières, mais du coup, j'avais oublié l'épisode d'entraînement qui avait dû être avant même ce fameux combat. Ouais, c'est possible. Moi, je me rappelle de ça. Bon, je t'avais vu dans la salle, on avait eu un feeling cool. Ensuite, je crois que j'ai pris ces fameuses photos, mais j'arrive pas à remettre les choses dans le bon sens. J'ai pas souvenir, mais j'ai les photos, j'ai tout. Moi aussi. Bah, c'était mes premières photos Instagram. En plus. Voilà, exactement. Okay. Stylé. Putain, je me rappelle vraiment c'était une époque particulière quand même, ça. C'était cool, mais c'était un peu spé quand même. Hein. Bah écoute, toi t'étais déjà sur l'entrepreneuriat et en même temps tu fréquentais des salles de boxe où les on va dire les fondateurs de ces clubs étaient des entrepreneurs mais qui avaient beaucoup à apprendre et avec des modèles sûrement à l'ancienne où ils avaient peut-être pas envie de t'écouter. Mec, t'es beaucoup trop fort en softisation des choses. Dans mon podcast, je suis beaucoup plus hardcore que ça. Hein. C'est tellement doux ce que tu viens de dire, c'est hyper politiquement correct. Moi, j'aurais vraiment dit qu'il faisait n'importe quoi, mais tu l'as bien adouci. Après ce combat que j'ai pu prendre en photo, apparemment, de souvenirs, on a réussi à se lier d'amitié. En tout cas, on a gardé contact. J'ai pas trop souvenir de ce qui s'est passé après, mais on a toujours échangé, on a toujours discuté, on n'a jamais monté de projet ensemble. Ça aurait pu. Tu m'as présenté quelques personnes sympathiques, on va pas forcément les citer. J'avais un prénom qui commençait par un M, je sais plus si tu fréquentes la personne, mais on avait ça. Mais est-ce que tu as été dans ta vie, pour le coup, comme le podcast s'appelle Salarié Provisoire, c'est pas forcément obligatoire, tu as été salarié, tu as bossé un peu? J'ai fait la seule expérience de ça. Oui, j'ai bossé. Okay. Ouais. En fait, à 18 ans, parce que en fait, je voulais savoir ce que c'était de bosser et de gagner un peu d'argent. Donc, je me souviens, j'ai bossé en tant que logisticien dans un truc de travail à la chaîne à la Fnac, logistique. Un truc horrible, j'ai fait 3 semaines et j'ai vu que c'était trop dur ce genre de travail et du coup beaucoup de respect pour les gens qui font ces métiers. Et après j'ai bossé en tant que vendeur parce que dans mon parcours universitaire que j'ai mené en parallèle de ma carrière d'athlète, on avait des stages à faire et du coup je me rappelle d'une première année où j'ai fait un stage de 2 mois ou de 1 mois, je sais plus, en tant que vendeur.
Et du coup, j'ai refait un mois pour me faire un peu d'argent de poche. Et après, la seule expérience que j'ai eue, pareil, c'était un stage de 2 mois, je crois, pour une structure dans laquelle je devais faire une étude marketing. Et sinon, non, en fait, j'ai jamais... je sais pas ce que c'est que du tout que le salariat, je connais pas le... Déjà, t'as une expérience. Oui, j'ai cette petite expérience. Quoi. Je dois avoir 3 mois 2-3 mois d'expérience de salarié. Quoi. Ok, moi j'ai reçu des gens qui n'ont jamais bossé et c'est ok. Hein. C'est ok, même si ça s'appelle salarié provisoire. Et du coup, comment t'as glissé un peu vers le business? En fait, comme je te disais, donc, en tant qu'athlète, tu réinitiais de ce qu'on appelle des soft skills pour monter ta performance. Et en fait, moi j'étais un grand passionné de kickboxing et parallèlement mes parents en fait m'ont poussé à faire des études. Ils voulaient vraiment pas que je fasse de la boxe, pour eux c'était pas un métier, et du coup partant de ce postulat là je me suis dit bon ok, je vais faire les deux. Et en fait en allant donc à l'université à Dauphine, ça m'a donné une vision différente, tu vois, de plein de choses. J'ai vu ce que je voulais pas, surtout à ce moment là, donc notamment bosser dans des belles carrières. C'est quelque chose qui t'a déplu assez rapidement? En fait, ce qui m'a déplu, c'est que j'ai eu la chance, grâce à mon statut d'athlète, de vite rencontrer, et j'ai toujours été aimé être stimulé, et vite rencontrer des gens qui avaient des parcours incroyables, des founders, quoi, tu vois. Et en fait, comme je vais plus jeune regarder un champion pour vouloir devenir comme eux, là je fréquentais des gens comme ça et je me disais waouh, c'est impressionnant comment ils ont monté leur empire, etc. Et j'ai vu qu'en fait il y avait un plafond de verre très très bas très bas, tout dépend, mais en tout cas assez bas dans le monde du salariat, et surtout avec un rythme de vie qui me correspondait pas, puisque j'aurais pas pu continuer ma passion. Et du coup en fait, pour revenir au business, je me suis rendu compte que j'avais ma passion pour la boxe, mais en même temps, professionnaliser cette passion n'était pas forcément quelque chose de très lucratif, ou du moins, tout dépend où on met le curseur, mais en tout cas, qui correspondait pas à mes attentes, tu vois, de revenus. Et à ce moment-là, en fait, je me suis dit, tiens, comment je vais faire en sorte, avec mes skills, tu vois, on va dire, de RP et de marketing, pour faire en sorte de mieux gagner ma vie en continuant de faire ce que j'aime. Et donc ça m'a fait monter différents projets autour de la boxe, quoi. Ok, on va y revenir avec plaisir. Et par rapport à cette boxe, tu vois, c'est quand même un milieu particulier. À la base, t'es un gars de banlieue ou pas du tout, toi? J'ai grandi à Clamart, donc c'est la banlieue, ouais. Ouais. Je suis pas un gars pour un Parisien, je suis pas un Parisien. Mais pour un Parisien, t'es pas un Parisien. Mais après, pour un mec de banlieue, c'est une belle banlieue. Ouais, voilà. C'est joli. Voilà, tu vois, je suis dans une belle banlieue. Mais par contre, tu vois, ce qui est hyper enrichissant, c'est que quand tu grandis à Clamart, donc dans une banlieue, on va dire correcte, belle. C'est ok, oui. Ce qui est top, c'est que en fait, dès ton plus jeune âge, tu fréquentes des gens, tu vois, qui sont de milieux sociaux très très compliqués, parce qu'il y a quand même des cités HLM avec des mecs qui ont des difficultés, tout comme des gens qui vivent dans des pavillons, qui ont des belles situations, et des gens, on va dire, plus modestes. Donc, en fait, assez vite dans ta manière de te construire en tant qu'enfant, en fait, autour de toi, tu as tout ça, et de manière assez équilibrée. Tu vois, tu n'as pas de dominante. Donc, je trouve que grandir en banlieue dans ce cadre-là, pour l'enrichissement d'un enfant, c'est bien. Tu recommandes? Histoire de tout voir. Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Tu sais, je pense qu'une de mes qualités, c'est de ne pas avoir de frein, de limite à aller dans n'importe quel milieu que ce soit, et je me sens pas mal à l'aise nulle part. Ouais. Ça, c'est un truc que j'ai relevé assez vite chez toi. Je trouvais ça assez étonnant, en fait. Au début, on avait l'impression du coup on peut avoir l'impression que tu mimes le truc. En fait, pas du tout. C'est juste toi et pas du jugement. Non, parce qu'il y a une partie de moi qui est malgré tout, par rapport à la boxe, par rapport à la banlieue, qui est banlieue, tu vois. Il y a des parties de moi qui sont plus, je vais pas dire aristo, mais tu vois, où j'ai fréquenté d'autres milieux, donc j'essaye. Et donc, en fait, c'est juste... Et tout le monde a ça, finalement. Hein. Ouais. C'est juste savoir réveiller la partie que tu as envie d'animer à un moment donné dans ta vie ou dans ta journée. C'est vrai. Mais là, pour le coup, la boxe thaï, de manière globale, c'est toujours un peu ghetto sur les bords, tu vois. Ouais. C'est vraiment, pour moi, c'est le sport typique des banlieues un peu get-get. En tout cas, de là d'où je viens. C'est sûr que... En plus, tu nous parlais d'un souvenir ensemble où effectivement, c'était on est Asnières, quoi. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, quand on dit Asnières,
pour sûrement beaucoup d'auditeurs, ça peut être bobo parce que ça s'est développé, mais le quartier dans lequel on allait, il n'était pas bobo. Il n'était pas bobo. Et finalement, le Hanière Bobo, c'est une très petite partie. Ah, quoique, c'est vrai que ça s'est un peu étendu. Ouais. Avant, c'était plus vers la gare, etc. Et pour le coup, dans cette salle-là, bon nombre de gars. Alors après, je sais pas si toi, tu t'étais lié d'amitié avec ces gars-là. Moi, c'est encore des frérots maintenant, mais il y en a pas mal qui étaient absents. Je sais pas si tu te rappelles, il y en a qui disparaissaient 6 mois, 1 an. Mais est-ce que c'était par arrêt du sport ou autre raison? Écoute, il me semble que c'est des autres raisons. Ah oui, c'est autre raison. Effectivement, alors on va pas parler des Français comme ça. Tu vois, en Hollande, quand je vais en Hollande des fois me préparer pour des combats et que j'y vais avec une voiture sympa. T'as vite un mec qui va te parler qui te dit il pense que c'est dans le business, parce que c'est vrai que t'as beaucoup de boxeurs là-bas qui sont, enfin, et quand je dis dans le business, c'est pas c'est pas les fruits et légumes, hein, c'est dans le qui deal de je sais pas quel genre de drogue, parce que j'y connais rien, mais voilà, qui sont dans ce genre d'activité. Je sais pas si c'est pareil en France, mais en fait t'as une partie comme c'est un sport de banlieue, les trafics sont aussi en banlieue, voilà, c'est tout va ensemble. Mais après, quand même, le sport reste un modèle d'éducation hyper puissant. Et en fait, pour le voir, tu vois, et là, c'est pour le coup, c'est un combat que j'essaye d'appuyer quand j'ai des relations plus politisées, où je leur dis quand même, tu vois, t'as des mecs en banlieue qui n'ont pas de repères. L'autorité parentale fonctionne pas, et la seule autorité qui marche généralement, c'est l'éducateur sportif. Et donc ces mecs-là, en fait, ils ont besoin de matériel, qu'on leur donne des moyens pour agir, parce que c'est vraiment eux qui sauvent des gosses. Tu vois. On le voit pas forcément directement, mais qui peuvent sauver des vies, largement. Ouais, exactement. Il y a plein de mecs qui disparaissaient, pas mal de petits séjours en prison, ça revenait. C'était pas pour autant des mauvais bougres. Et ça, tu vois, c'est un des paradoxes de ma vie, puisque au début, quand tu n'as jamais vu quelqu'un qui est allé en prison, tu as vraiment l'impression que c'est un mec avec une balafre énorme et qui met des coups de couteau à tout le monde quand on le regarde. Mais en fait, pas du tout. C'était juste des gars normaux avec lesquels on s'entraînait, qui étaient gentils comme tout, mais à côté, il y avait une petite activité stup, et il s'avérait qu'il y avait moyen de tomber de temps en temps. Mais c'est quand même des mecs cool. Des fois, c'est des histoires de chance ou de destin. Moi, j'avais un groupe de copains avec qui j'étais tout le temps à Clamart. Ok. Ils sortaient, ils buvaient, ils faisaient des conneries, mais pas des conneries dans ce sens-là, tu vois, de juste boire et conduire, tu vois. Okay. Et en fait, grâce à la boxe, je buvais pas, mais j'ai arrêté de sortir avec eux. Okay. Et peut-être 1 an ou 2 ans après, il y en a 2 sur la bande de 3, tu vois, qui ont eu des gros problèmes parce que conduite en état d'ébriété, accident, etc. Et j'aurais été dans l'histoire, j'aurais été pareil, tu vois, alors que... Voilà, donc tu vois, des fois c'est des parcours de vie, et grâce au sport, tu prends des décisions généralement assez matures. C'est vrai que c'est une bonne école. Tu l'as eu, toi, ce petit coup de pression de la salle de sport? Après, je sais pas si tu vas sentir ça, mais je pense que dans un second temps tu l'as senti. Il y a les nouveaux qui arrivent à la salle de sport. Enfin, tu peux voir un nouveau qui arrive à la salle de sport qui est assez nerveux à la salle de boxe pour le coup. Dans sa tête, il est en mode bagarre. Comme il part du fait que les gens dans la salle sont dans le sport et que lui est dans la bagarre, c'est lui le plus fort. T'as déjà croisé un mec comme ça? On en voit souvent normalement dans les salles. C'est hyper intéressant parce que, tu sais, ça n'a rien à voir, la bagarre et la boxe, parce qu'en fait, t'es sur 2 choses différentes. La boxe, elle est mesurée, elle est pas émotionnelle, et t'as plein de mecs, des Kaira, tu vois, qui sont des gros bagarreurs hyper forts, qui se sont chiés dessus le jour du combat, parce qu'en fait, un combat, c'est programmé, t'as 1 heure, t'as un adversaire, tout est codifié, et c'est pas du tout les mêmes repères, tu vois. Et donc le mec n'a finalement pas le courage de faire un combat, alors qu'il aurait le courage de fracasser le même boxeur hors ring. et donc c'est 2 choses distinctes. Après, dans les salles, oui, parfois t'as plein d'athlètes qui te disent, enfin du coup pas des athlètes, t'as plein de mecs qui se prétendent plus combattants, boxeurs que sportifs, et du coup ils ont une approche plus bagarre, quoi. Alors tu l'as eu ce truc là en rentrant? Parce que moi je me rappelle l'avoir moi j'étais comme ça, je veux dire. Ouais, en arrivant dans la salle de sport. Non, moi j'étais pas dans cette démarche de bagarre. Ok. Non. Moi j'étais dans quelque chose où j'ai kiffé. Ouais. J'ai aimé l'effort, en fait, l'effort que procurait le combat. Et je pense que j'ai gagné confiance en me retrouvant face à des
des bonhommes, tu vois. En plus, quand j'ai commencé, il n'y avait pas trop de jeunes, donc j'étais qu'avec des adultes. Et en fait, à me voir taper des adultes, mais pas taper au sens de taper, en fait, où je me suis dit, ah tiens, je suis plus fort qu'un adulte. Et je pense que il y a quelque chose de, comment je pourrais dire, de prédateur, tu vois, ou qui nourrit ton ego, en fait, d'homme, et où en fait, ça te fait du bien de renforcer ça avec la supériorité que tu peux avoir sur quelqu'un. Ah, c'est comme ça que quand t'as commencé, c'était ça la population. Parce que moi, je suis arrivé dans une population très... c'était vraiment en mode prédateur, tu vois. C'est à celui qui met le plus d'intensité, et pour être bon, il faut mettre de l'intensité. Et ça, tu vois, c'est un espèce de petit contresens qu'il y a chez toi, c'est qu'on doit te le dire souvent, mais t'as pas trop le profil du mec qui boxe. En tout cas, le mec qui a commencé il y a dans les... Quelle année t'as commencé ? J'ai commencé quand j'avais 13 ans, donc il y a 4... C'est à l'ancienne, tu vois, c'est un peu rude. C'est un peu rude. Et du coup, vu que c'est pas... on n'a pas l'habitude de croiser ce type de profil, c'est ce qui m'intéressait à l'époque, et je pense que c'est pour ça qu'on s'est connecté, parce que pareillement, j'ai rien à faire... Techniquement, j'ai rien à faire là, entre guillemets. Moi, c'est ça qui m'a sidéré. C'est-à-dire que les mecs qui étaient censés être bons, c'était vraiment des profils, un gars qui va être super dur au mal, un mec qui va de base aimer la bagarre, un mec qui de base a une vie extrêmement dure. Il y a beaucoup de profils comme ça. Et quand tu demandes au gars, mais pourquoi tu boxes ? Il te dit, ouais, moi c'est pour ma mère, c'est pour mon père. Tu te dis, mais attends, comment tu vas affronter un gars comme ça ? Vous n'êtes pas dans le même monde. Moi, je boxe pour me dépenser. Comment, du coup, où t'es allé chercher cet orgueil, tu vois ? Comment tu l'as développé, ce truc-là, si t'as pas cette espèce de why? C'est hyper intéressant, c'est une très bonne question parce qu'en fait... Parce que c'est pareil sur le ring. Ça s'est développé de deux manières, exactement. La première, au début, j'avais pas suffisamment fait d'introspection pour comprendre tout ça, mais en tout cas, j'étais animé par... en fait, je pense que c'est l'ambition d'accomplir quelque chose qui te fait rêver. Et j'avais vraiment à cœur de faire carrière et parallèlement à ça, tu vois, j'avais du mal à aller, j'étais pas très bon élève au début quand j'ai commencé la boxe. J'étais rembarré par les meufs. Mon terrain de jeu, c'était faire le con. Là où j'aimais bien, c'était faire des blagues, déconner grave à l'école, etc. Ça, c'était mon kiff. Et en fait, la boxe, j'ai eu un nouveau terrain dans lequel je me suis senti exister, senti, félicité. Tu vois, parce que je mettais de l'engagement, tu vois, je m'entraînais beaucoup, etc. Et tu vois, et je me suis vu grandir dans ce sport, ça m'animait, et donc j'avais qu'une chose en tête, c'était percer là-dedans. Donc je m'entraînais beaucoup, et quand face à moi j'avais des mecs qui forcément avaient des parcours de vie plus durs, en fait, ce qui faisait à cette époque-là que j'étais peut-être meilleur qu'eux, c'était la rigueur. Parce qu'en fait, j'ai commencé la boxe avec plein de potes à moi qui étaient meilleurs que moi à l'entraînement, et qui étaient qui étaient meilleurs, tu vois. Sauf que, en fait, quand c'est dur, quand on est fatigué, etc., moi, je m'entraînais tout le temps. Et en fait, ça fait que j'ai progressé et ça m'a permis d'aller au-delà de ces types qui étaient moins on va dire, persévérants. Après, dans un second temps, tu vois, comme tu le dis, en fait, j'ai commencé à me rendre compte que dans la manière dont on faisait une approche de la boxe, pour beaucoup, c'était vas-y, avance, t'es pas un PD, c'était ça. La bagarre, encore. Toujours sur fond de bagarre. Exactement. C'était t'es un PD ou quoi ? Pourquoi tu recules ? Pourquoi ? Et moi, c'est vrai que je me sentais plus à l'aise en boxant en reculant. Et en fait, là, je sais pas si on a déjà échangé sur ça ensemble, mais tu vas voir la philosophie du combat. En fait, je me suis dit, effectivement, c'est vrai que pour un néophyte, la boxe, c'est un attaquant et un mec qui écrase un autre. C'est Mike Tyson qui est la force, qui est très technique. Ça reste quelqu'un qui est offensif. Tu vois. On pense pas à Mayweather, tu vois, si on pense à la boxe. Nous, peut-être parce qu'on est avertis, mais voilà. Et en fait, je me suis dit, mais attends, dans la vie de tous les jours, en fait, je suis quand même relativement réservé, en tout cas, comment j'étais de base, et je suis plus du genre à écouter quelqu'un et à parler quand je sais de quoi je parle, plutôt que de vouloir parler le premier. Et en fait, tu vois, sur le ring, c'est un peu comme un dialogue. Et si tu veux, souvent, les mecs qui sont très offensifs, très attaquants, c'est des personnalités qui sont, c'est pas extravertis, mais qui ont besoin d'imposer leur opinion, qui ont besoin d'imposer leur point de vue, même si ce qu'ils racontent
n'a pas de structure, tu vois, même si le mec n'a pas d'argument. Dans la vie, je parle dans un discours. Ouais, je t'entends. Et sur le ring, ça peut être pareil. Et en fait, du coup, moi, je me suis dit, mais je suis pas comme ça. Et en fait, moi, j'ai besoin d'être attaqué, non pas pour prendre des coups, au contraire, pour analyser comment le mec attaque et pour, en fait, être si tu veux, dans un dispositif totalement différent où je cherche pas à mettre beaucoup de coups, je cherche à tout ce que je vais mettre, que ça soit bon. Comme si je parle avec toi, je vais te parler d'un sujet que je maîtrise et tout ce que je vais te dire, je vais pas dire tout ce que je vais dire sera vérité, mais en tout cas, il y aura de la matière pour soutenir ce que je te dis. Et en fait, c'est mon tempérament, tu vois, et j'ai suivi ma manière d'être, qui était plus d'être quelqu'un d'à l'écoute, donc de contre-attaquer, plutôt que d'attaquer. Et quand je suis en rendez-vous, je fais pareil, tu vois, je laisse toujours parler le mec qui me parle, et plus il me parle, même si ça me fatigue, plus il me donne des infos sur lui, en fait, tu vois, alors que lui, il sait rien de moi. Ouais, il te nourrit, quoi. Et bravo, il me nourrit. Ok, il te nourrit. Ça, c'est un... Après, on passera sur d'autres sujets. J'avais participé à un gala, encore photographe à l'époque, pour le coup, et j'ai demandé à un arbitre. Tu vois, en fait, il commentait, j'étais très près des mecs qui arbitraient, et il commentait chaque entrée. Il dit, ah ouais, ce gars-là, lui, il va faire ça, lui, il va faire ça. Et un truc qui avait marqué à l'époque, t'avais été annoncé, et il avait dit, texto, il avait dit, ah, c'est Benzaken, oh, ça va aller vite. Énorme respect. Et j'étais curieux, je me suis dit, tiens, moi, je t'avais jamais vu en combat à l'époque, pourquoi? Et je lui ai dit, mais, ah bon? Il m'a dit, oui, regarde. Et effectivement, j'ai vu ce style, tout en maîtrise, sa boxe en reculant, mais précis, pas de déchets, et t'avais fait face à un mec qui était assez solide à l'époque. J'ai un doute sur le nom, mais c'était peut-être, je sais pas si tu vas t'en rappeler, ce gars-là. Je crois que c'était Memba. C'était un Belge. Ah oui, Une définition, franchement. Il était violent, lui. Ouais, mais physique, gars. Tu te rappelles, je sais pas si tu te rappelles comment il était découpé. Vraiment, le gars, le Renoir trop fort en EPS, tu vois. Trop chiant. C'est-à-dire que de base, le gars, je suis sûr que si tu lui demandes son régime alimentaire, il va dire, bof. Il sait même pas ce que c'est, la microgestion. Ça, c'est un mec qui, c'est pas Ngannou, mais je veux dire, physiquement, il devait avoir une morphologie, un morphotype. Terrifiant. Tout est dessiné, il est parfait, les abdos. Quand on regarde le mec arriver, si c'est plutôt Cyril qui va peut-être passer un mauvais moment. C'est l'expertise au corps, ce qui ne veut rien dire. Et non, il a perdu pour le coup, et je pense que c'est là que j'ai vu ce style-là qui est efficace. Et t'as toujours gardé ce truc-là. Comment tu gères du coup quand t'as un mec qui est très très offensif, parce que ça arrive aussi, tu peux tomber sur de la brutasse qui fait des lignes droites, ça arrive. Alors à haut niveau. Exactement, il y a deux choses. Un profil comme lui, tu vois, dans beaucoup de cas, il arrive face à toi, et en fait, si tu veux, justement, on en revient à tout ce que tu me disais au début, il est là pour me taper, et moi je suis là pour gagner. Ouais. Et en fait, il y a ces deux choses différentes, parce que il y a des mecs, tu sais, ils sont là pour se taper. Ils s'en foutent finalement de gagner, presque, hein, bien sûr. Tu vois. Et il y en a d'autres, ils sont là pour la gagne. Et moi, je suis là pour gagner. Et en fait, donc quand j'ai face à un mec comme ça, il y a une chose qui est inéluctable, c'est qu'il faut que je sois prêt physiquement, parce que ça va être un combat de longue haleine, parce que lui, il va être très physique, et il va commencer à me donner des ouvertures en fin de round, tu vois, ou à par moment, parce que sinon, c'est lui qui va mettre le rythme. Donc, il faut que je sois bien préparé pour ça. Et t'es OK avec ça? Tu le laisses mettre le rythme? C'est pas que je le laisse mettre le rythme, c'est que je l'emmène, je l'absorbe, quoi, tu vois. Et en fait, ce type-là, il est que dans une première intention, c'est-à-dire qu'il est que là pour frapper en premier. Et si tu veux, quand tu recules, c'est mécanique, hein. Comme j'ai un pas d'avance derrière, lui, au moment où il avance, par exemple, si on parle d'un coup de base indirect du bras avant, je vais déclencher avant qu'il soit dans sa bonne distance, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, c'est un peu un jeu du chat et de la souris. Et c'est vrai, là où moi, tu vois, j'ai à progresser, ça serait de se dire, là, il y a une vraie ouverture, parce que, en fait, le mec, il a tellement donné qu'il est cuit. Tu peux basculer sur un mode comme lui, par exemple, parce que tu crains plus grand chose. Bagarre contre bagarre. Ouais, mais il n'y a plus de bagarre de l'autre côté, parce que tu peux, enfin, en tout cas, être plus généreux dans ton combat pour essayer de l'abréger, plutôt que de rester dans un style, comme tu dis, de gestionnaire. Hop, hop, je bloque tout et je prends pas un coup, quoi. C'est fort. C'est fort. Donc finalement, il y a des solutions, même pour les brutes. Et même pendant les combats où il n'y a plus de limite, il peut frapper à la force qu'il veut. On n'est pas en entraînement en train de se dire on fait 60% maximum. Et c'est OK pour toi. Nice. Un peu bateau, mais je pense important. Moi, j'en parle beaucoup dans mes podcasts parce que je boxe
toutes les semaines, 3-4 fois par semaine. Je fais beaucoup de liens entre la boxe et l'entrepreneuriat, donc mes auditeurs savent de quoi je parle. Toi, tu ferais lesquels, du coup, pour toi? Alors déjà, il y a une valeur qui me semble fondamentale dans la boxe que tu retrouves dans la vie, c'est même pas que l'entrepreneuriat, c'est que en fait sur un ring, la valeur que j'aime moi c'est promouvoir la valeur de l'engagement, parce que en fait t'as pas le droit de tourner le dos. C'est joli. T'as plein de sports où tu peux faire ce que tu veux. En boxe, tu tournes le dos, tu t'es pénalisé, c'est interdit. Et finalement, dans la vie, dans le combat, enfin dans une carrière, bah, t'as face à toi des responsabilités. Et ça t'apprend à te dire, je vais y aller et je vais pas les laisser tomber, quoi. Tu vois, mes responsabilités, je vais faire face à ce que j'ai en face de moi, c'est-à-dire un adversaire, etc. Et donc, ça, c'est la valeur de l'engagement que je trouve primordiale. Après, une autre valeur que tu peux retrouver dans plein d'autres sports, c'est la capacité, ou justement, là, par rapport à ce que je viens de te dire dans mon profil, à pivoter et en fait à pas rester borné en face, justement, où je te disais, où tu as des mecs avec certains styles et certains tempéraments, que je vais définir peut-être d'égoïste, parce qu'en fait, ou d'égocentrique, si tu veux, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que le mec est tellement persuadé qu'il est fort, qu'il va pas remettre en question sa stratégie. Il va toujours être, alors parce qu'il n'a toujours fait que ça à l'entraînement, il va être que dans cette épreuve de force. Et en fait, s'il était un peu plus, c'est peut-être pas empathique, mais en tout cas à l'écoute de l'adversaire, il se dirait, attends, mais en fait, peut-être que justement, l'autre c'est un bon défenseur, je vais peut-être attendre, le faire attaquer, parce qu'il va peut-être faire des erreurs si lui il attaque, parce qu'il a tellement l'habitude de défendre. Enfin voilà, remettre en question un peu ton game plan, quoi. Voilà, et pivoter. Et donc, comme dans un pilotage d'activité où des fois, je sais pas, quand il y a eu le Covid par exemple, tu as peut-être pivoté ta stratégie parce que t'allais plus faire les mêmes choses que tu faisais pendant quelques temps. Ok, ouais, c'est ça les liens que tu fais. Toi, c'est plus dans la gestion, en fait. En gros, boxe, c'est intéressant parce que toi, ta vision de la boxe, c'est la méga gestion. Donc là, pour le coup, tu peux le coller à l'entrepreneuriat. Comment, tu vois, à la base, moi qui t'ai croisé dans un club de boxe thaï, tu faisais boxe thaï kick, que du kick? Je faisais, quand on s'est rencontrés, je faisais boxe thaï kick, ouais. Ouais. Comment on passe d'un sport pas bankable, parce que honnêtement, à cette époque-là, vivre de ça, ça n'existe pas vraiment, à moins que tu fasses des combats toutes les 8 minutes. Hein. Voilà, c'est toujours pas bankable. C'était quoi une bourse à l'époque pour un combat? Une bourse de combat. Pour que les gens se rendent compte, ouais. Pour que les gens se rendent compte, c'était donc entre 1500 €. Ouais. Enfin, entre même moins, ça pouvait aller à 500 €, on va dire. Ouais, ok. À peut-être aller 4-5 000. Ouais. Avec les mêmes temps de récup qu'un combat pour lequel tu pourrais te payer 50 000, quoi. C'est-à-dire que tu es abîmé sûr, à la même hauteur, quoi. C'est ça. Et j'en ai vu des jambes après des combats de boxe thaï, c'est compliqué. Tu peux pas combattre la semaine d'après. Ouais. C'est complicado. Donc, comment on passe de ça, un sport qui est vraiment pas bankable, qui est même pas fédéral, où tu peux avoir le championnat du monde de X le week-end A et le championnat du monde de Y le week-end B. Comment on passe de ça à l'entrepreneuriat et à vivre finalement de ces activités? Comment tu as glissé, tu vois? Comment tu as connecté tout ça? Parce que c'est ce que tu as fait, tu as réussi à connecter un truc pas bankable à quelque chose de bankable, et ça c'est fort. En fait, encore une fois, c'est la passion, c'est l'envie de vivre de quelque chose qui t'anime, tu vois. Ouais. Et de se dire, tu as deux choix, soit tu te dis, je me concentre sur la performance et je me dis, tôt ou tard, ma performance va être rémunérée parce que je sais pas, parce que tu penses que mais ça dépend pas de toi, donc tu peux pas, en fait, t'es t'as juste confiance. T'as juste confiance en ton écosystème et en ton aura, et tu te dis, l'écosystème va changer pour moi. Voilà. Tu vois, c'est une manière de se dire, sauf que tu vois, moi j'aime bien les trucs un peu philosophiques, et t'as un philosophe grec qui s'appelle Épictète qui te dit, il faut pas accorder d'importance à ce que tu ne contrôles pas, à ce que tu ne maîtrises pas. Donc à partir du moment... Et moi, j'aime bien contrôler, comme tu as compris. Donc, si je veux maîtriser ce paramètre financier, il va falloir que je maîtrise plus que la chaîne de la performance. Tu vois. Donc, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, écoute, en fait, comment ça s'est passé? J'étais donc payé pour faire des combats. Et un jour, et donc j'ai toujours été assez social. Je me souviens, je ramène des tickets, enfin tu sais, des tickets qu'on avait vendus, quoi. Et je vois que ce que je ramène aux promoteurs, c'était peut-être 2 fois, ou enfin je sais pas, il y avait 10-15 000 € de recettes, d'argent sur quoi, tu as une enveloppe avec tous les billets que j'avais vendus. Okay. Et je me dis, c'est quand même con, parce que ça se trouve, ce qu'il fait, je pourrais le faire.
Et je commence à réfléchir. Et en fait, je me dis, bon, moi j'avais pas mal étudié le marketing. Et je me dis, si je fais ça, en fait, je vais peut-être maîtriser aussi l'image. Je vais peut-être pouvoir amener le sport là où il a pas été. Et en fait, c'est ce que j'ai fait, c'est des associations où en fait, je positionne le kickboxing qui est pratiqué peut-être par des voyous, mais qui est un sport de gentleman. Entre guillemets quand même, oui. Parce que c'est un sport noble, tu vois. Ouais. Donc c'est un vrai sport pour ça, comme on dit de la boxe, un sport pratiqué par des voyous, mais un sport de gentleman pratiqué par des voyous. C'est pareil pour le kickboxing. Moi, je vois. Et en fait, donc l'idée ça a été de le positionner au même niveau que d'autres verticales qui étaient reconnues davantage, tu vois. Okay. Là, par exemple, pour te donner un exemple, la dernière fois quand j'ai fait un championnat du monde, je l'ai fait au Grand Palais éphémère. C'est un lieu, tout le monde connaît. C'est le prestige, tu vois. C'est pas à démontrer. Et quand tu positionnes n'importe quel sport, une activité là, en fait, quelque part, tu le mets au même niveau que les événements qu'il y a l'habitude dedans. Les événements qu'on a l'habitude de faire dedans. Et en fait, j'ai fait pareil pour l'image, c'est-à-dire que j'avais fait des collabs avec des marques où il n'y avait pas forcément au début de financier, mais où l'image était si forte que déjà, ça ne se savait pas qu'il n'y avait pas de financier, que le jour où je rebasculais avec une autre marque plus mainstream, enfin moins on va dire prestigieuse, il y allait avoir plus de cash parce qu'on m'avait associé à quelque chose de très très cher, tu vois. Ouais. Et donc pour moi c'était de l'association d'images qui allait en fait faire grandir la valeur du kick, quoi. Ok. Et t'as grindé comme ça de marque en marque pour faire financer les événements. C'était le premier move entrepreneurial, ça, à l'époque, avec En fait, le premier move entrepreneurial, c'est que j'étais en master, dans dernière année de master, qu'ils appelaient master entrepreneuriat. Ouais. Entrepreneurial, et mon projet de fin d'études, ça a été de construire un événement de boxe, donc que j'ai produit. Donc produire un événement, c'est quoi? C'est en fait tu finances une soirée de boxe, et donc j'avais voulu le faire en fait pour mettre le pont entre toutes les verticales de ma vie dans la fac dans le grand amphi de ma fac. T'étais connu en tant que boxeur dans la fac? Ça se savait ou? Ça se savait sans se savoir, parce qu'en fait j'étais pas trop présent à la fac parce que j'avais les entraînements tout le temps, donc j'étais pas non plus Ok. C'était pas un truc qui était... J'ai pas profité de ça, normalement, si c'était ça la question pour les petites étudiantes, mais... Non, même pas, mais je voulais savoir si c'était un peu... Tu vois, le mec connu comme le loup blanc, tu vois. C'était pas comme aux États-Unis, comme l'image qu'on peut avoir du sportif. Oui, c'est ça. Voilà, il y avait pas ça? Non. Ok, parce que pour moi, j'ai cru que c'était ça au début. C'est que tout le monde savait ça. J'ai monté ça, en fait. Mais il y avait pas ça. Ah, fort. Moi, je crois que t'en avais profité, que c'était connu et que t'avais sauté. J'ai créé, en fait, ça parce que, si tu veux... Donc, j'étais reconnu par la bonne personne, par le doyen, donc le président de l'université, qui lui avait de l'admiration pour les sportifs, etc. Et donc, je lui dis, voilà, est-ce que vous pourriez me laisser la salle? Il m'a dit, écoute, je te laisse la salle et à partir de là, tu fais ce que tu veux. Intégrant en plus, hein. Ouais, c'était 800 personnes. C'était énorme. Première. Ouais, pour une première. C'est tentaculaire pour une première. Et moi, tu sais, j'étais un peu naïf. Je me suis dit, même si c'est de la boxe, même si c'est du kickboxing, c'est un événement qui est dans une fac prestigieuse. Ouais. Ça va être facile. Tous les partenaires de Dauphine vont m'envoyer un chèque et je vais sponsoriser la soirée comme les doigts dans le nez. La confiance de l'entrepreneur qui débute. Pas du tout. Un classique. Et je te raconte juste une anecdote qui était folle, parce que en fait j'ai essayé de contacter, donc je me faisais passer pour mon frère pour appeler des partenaires pour sponsoriser la soirée. Tu voulais décentrer un peu la relation pour donner un petit côté prestige, pour prendre un peu de hauteur, bien sûr, classique. Voilà. Et en fait je me souviens donc je voyais des boîtes, j'appelais il y avait les numéros de standard, tu vois, qui finissaient par 00. J'allais sur LinkedIn, je trouvais le nom du mec que je voulais. Je changeais les 2 derniers numéros de 00. Genre, je mettais, 35. Je tombais sur quelqu'un. Je demandais le nom. Ouais, je suis pas au bureau d'un tel. Il disait non, là, vous êtes au service truc. Je fais, ah bon? Ah bah, vous pouvez me mettre en relation. Et en fait, je faisais mon... C'est beau, ça. Technique marrant. De growth hacking. Ouais, maintenant, c'est un nom, mais pas mal. Bien vu. Ok. Et on en a fait plusieurs des comme ça. Ça a marché? Non, enfin, ça a marché. J'ai pu être mis en relation avec la personne. Après, la transformation n'a pas marché. Ça, c'est un autre sujet. Okay. Et en fait, et donc voilà. Et donc cet événement, en fait, pour le fin mot de l'histoire. Comment tu l'as financé alors? Donc, il s'est financé avec de l'achat de place, un peu de sponsoring, et voilà. Et si tu veux, à l'arrivée,
j'ai pris du plaisir à créer tout ça. Et t'as combattu dedans. Et j'ai combattu dedans. Donc j'ai pris du plaisir parce que j'avais ma routine d'entraînement et en fait j'avais mon objectif de perf, tu vois, combattre. J'avais à côté de ça l'objectif de créer un projet. En fait, c'est plus que de l'entrepreneuriat, c'est créer des projets, tu vois. De créer donc ce projet de produire un événement qui soit bankable. Et à l'arrivée, bah en fait, le combat, donc je fais mon combat, ça c'est ma passion, tu vois. Je le gagne, donc ça c'est top, c'est l'aboutissement de ça. Et en même temps, je me dis, waouh, le projet que j'ai fait finalement, j'ai pris du plaisir. Je regardais mes camarades qui avaient fait des stages, je me suis dit, bah en fait, j'ai mieux gagné que ma vie. Et tout est bénef. Sauf qu'à chaque fois, il faut repartir de zéro. Enfin, à chaque fois. Pendant quelques années, c'était un peu compliqué. Okay. Et en fait, voilà comment ça s'est fait. Et de là, bah, comme tu avais une maîtrise totale de l'image et tu fais quelque part un peu de RP aussi en faisant des événements comme ça, ça m'a permis de cultiver mon réseau et d'être en lien avec des nouvelles boîtes, des nouvelles marques. Définis RP, si jamais il y a besoin. Ouais, relations publiques, donc c'est-à-dire de faire drainer dans le combat des gens que j'avais trouvé sexy, c'est-à-dire qui avaient des postes et qui pouvaient m'ouvrir un contrat pour représenter une marque ou différents types de choses. Et donc ça s'est développé. Et après, donc ça, j'ai monté ma société qui produit ce genre d'événements où on a fait des événements de 800 personnes à presque 4000 personnes. Et donc avec des budgets qui allaient le premier à Dauphine, je sais pas, ça devait être... donc pour l'époque, c'était énorme. Je crois que ça coûtait à peu près 50-60 000 euros, un truc comme ça. Et le dernier, par exemple, au Grand Palais, où c'est 600 000 euros, tu vois. On est ailleurs, là. Là, on est dans une autre dimension. Et bon, enfin, bref. Et tout ça pour dire, donc tout ça, c'est de la production d'événements qui m'a emmené quelque part. Et parallèlement, en fait, étant donné que j'ai pu partager cette expérience, j'ai commencé à faire un peu plus de conférences, en fait, en entreprise. Enfin, toujours sur cette image ? Non, alors ça a été au début plus sur la performance, où on avait envie d'entendre un sportif. Ah oui. Mais, si tu veux, où le langage allait pouvoir être sensiblement identique avec celui d'un manager et où j'allais comprendre aussi les enjeux de la boîte, même si je ne suis pas salarié, j'allais comprendre en tout cas les enjeux de performance de boîte. Okay. Et en fait, ça s'est développé. Et donc, je fais pas mal d'interventions d'entreprise. Et du coup, ça m'a permis de converger dans une structure avec laquelle je collabore étroitement, où en fait, on vend de la qualité de vie au travail basée sur le sport de haut niveau. Et en fait, on est organisme de formation et alors moi je m'occupe pas du tout de la partie santé, mais si tu veux, du coup j'essaye de créer des activations avec des boîtes qui ont des problématiques où ils vont se dire bah voilà, je sais pas, moi j'ai un absentéisme qui commence à monter, je veux m'occuper de la santé mentale et on va faire un atelier ensemble avec moi où je vais leur parler et à partir de la semaine d'après, tous les matins il y aura un stand avec un professionnel qui va faire une approche sur, je sais pas, le burn-out, où on va trouver je te dis ça, mais ça peut être n'importe quoi. Ouais, tes exemples. Et donc, je travaille sur ça. Ok. Et tu fais du coup toujours des interventions tout le temps, toutes les semaines, ça drive un peu ta vie, beaucoup moins, comment ça se passe ? J'ai à peu près, on va dire, une intervention par mois. Ah, c'est pas énorme finalement. Non. T'en as fait plus avant, par le passé ? Non, c'est une intervention par mois, c'est une dizaine par an. Ah oui, c'est pas beaucoup. Moi, non, c'était vraiment une. Non. Ah, j'en ai fait. Alors, j'ai fait quelque chose à un moment donné. C'est vrai. J'ai été, c'est pas enseignant, mais j'ai été intervenant à Dauphine dans le master, dans le master entrepreneuriat, et j'avais un cours sur le management de projet. Okay. Donc là, effectivement, je me suis retrouvé régulièrement face à un public, mais en dehors de cette expérience-là, sur l'aspect vraiment inter-entreprise, tu vois, ouais, c'est autour d'une fois par mois. T'avais fait un TEDx, j'ai un doute. Deux, ouais. Ouais, t'as fait plusieurs, ouais. Ça a l'air d'être une expérience sympa, ça. TEDx aussi, c'est pas mal. Ouais, bah c'est comme ce qu'on fait là, sauf que c'est tout seul, quoi. Ouais. tu racontes, tu dis ce que tu veux raconter sur la thématique. T'as ton petit écran. De toute façon, je crois que t'as un écran en plus à tes pieds qui t'as la copie de ce que t'as dans ton dos, ce qui est projeté dans ton dos. Tu l'as pas sur un écran devant toi ? Bah ça dépend. Ouais, mais t'es pas obligé d'avoir. Ça dépend de ce que t'as préparé. C'est toi et. Toi, t'avais préparé quand même un minimum ? La première fois, non. La première fois, c'était à mes débuts. J'avais pas fait encore de conférence. J'étais vraiment allé. T'avais pas fait ça à l'arrache, tu m'avais dit ? Si, gros freestyle. La deuxième fois, je l'ai fait un peu plus propre parce que je me suis dit c'est con. J'avais pas encore l'image de me dire ça peut être des contenus bien. Bah oui. Ouais. C'est stylé. Et mais j'étais pas mal. Enfin, j'avais 21 ans, quoi. Tu vois, j'avais pas la maturité en tout cas sur ce secteur-là pour au début.
Et du coup, après avant même de parler du second événement, est-ce que tu penses que quelqu'un, j'allais dire de lambda, mais quel est le chemin que quelqu'un de lambda peut suivre pour faire pareil que toi? Tu vois, c'est quoi la méthode en fait? La méthode, déjà, la première, c'est pour ça que, en fait, c'est dommage pour, tu vois, les gestionnaires de clubs dont tu parles, parce qu'ils ont quand même une bonne ressource, c'est qu'ils ont des couilles. Et en fait, c'est le courage qu'il faut pour entreprendre. C'est presque le plus grand truc, tu vois. Après, sans être borné, mais en fait, pour moi, la première qualité, c'est voilà, de pas avoir peur et d'avoir en fait confiance en ton projet pour sauter, quoi, tu vois. Ouais. Et la deuxième, c'est par contre c'est la remise en question et l'ouverture d'esprit pour en fait t'entourer de gens meilleurs que toi, quoi. Ouais. De fréquenter des gens meilleurs que toi et de pas être dans une envie de toujours dominer des gens, parce qu'en fait tu ne progresses que quand tu es avec des gens plus intelligents que toi. Et c'est même pas question d'intelligence, parce qu'en fait c'est une intelligence quelque part de penser comme ça. C'est que tu es avec des gens plus performants que toi sur différents domaines, et eux ils vont t'amener des méthodologies pour aller plus loin, quoi. Ça, c'est vraiment un step entrepreneurial, tu vois. Moi, pendant pas mal d'années, il y a longtemps maintenant, j'étais dans l'ego, tu vois. Quand ça a commencé à fonctionner un petit peu, j'ai déjà raconté où j'ai assez rapidement réussi à avoir une carte black, je la posais, tu sais, alors que j'avais pas d'argent, mais je la posais sur mon portefeuille pour que tout le monde la voie. J'avais vraiment des attitudes trop bizarres de mec bloqué dans l'ego. Un petit peu comme quand toi, t'as dit, je vais je vais faire venir des gens à mon événement. Ça va être facile, tout le monde va me financer. Pas du tout. Pas du tout. Et pour le coup, quand tu arrives à passer ça et à t'entourer dans ta boîte de gens qui sont plus solides, c'est pas évident à faire parce qu'il faut réussir à se mettre de côté, mais finalement, c'est quand même vachement puissant. Hein. En fait, exactement, et ce que j'adore dans ce que tu dis sur le paraître, moi, ce qui m'amuse toujours, c'est qu'en fait, souvent, les gens qui ont les yeux qui brillent quand ils voient une belle montre comme ça, tu sais que c'est généralement pas des gens avec qui tu pourras faire grand chose, parce que un entrepreneur, un bon entrepreneur, il s'en fout de tout ça. T'as le droit d'avoir des goûts de luxe, ça c'est autre chose, bien sûr, ça c'est chacun a sa sensibilité, mais je veux dire, ça définit pas ta valeur, et on connaît tous les deux sûrement des mecs immensément riches qui ont pas une thune sur eux, qui sont habillés en... Ça fait des mélanges jogging féfé avec plaisir. Exactement, par exemple, tu vois, parce qu'il aime les voitures. Mais parce qu'il aime les caisses. Il n'aimerait pas les caisses, il serait capable d'être en Vespa, tu vois. Ouais, ok, c'est ok. Et c'est ok. Et en fait, et c'est vrai que c'est souvent une revanche, tu vois, toi, ce que tu me disais, t'as eu envie de montrer quoi. Et je pense que ça, c'est humain. Ouais. Tu vois, et t'as plein de grands entrepreneurs qui te disent, il y a eu un moment donné de ma vie où j'avais envie de faire ça. C'est comme quand tu vas dans les boîtes de nuit, tu vois, avec les mecs qui dépensent des 10-15 000 euros. Et en fait, à côté de ça, le mec vit peut-être dans un studio. En sous-sol, quoi. Mais tu te rends compte que c'est vraiment pas ça le focus du business, et que c'est super éphémère. Et les gens que tu vas attirer avec ce genre de comportement, de toute façon, ne sont pas des gens qui vont t'amener à un autre level. Hein. Pas du tout. Et là, t'as dit un truc hyper pertinent, c'est le mot éphémère. C'est que de la relation éphémère. Ouais. Y a rien, tu crées rien en faisant ça. Ouais, tu montres que t'as de l'argent, ou en tout cas t'envoies des signes ostentatoires de richesse, tu vas attirer des gens qui sont attirés par ça. Mais qui veulent profiter, exactement. Ils vont juste profiter, ça t'amène vraiment rien. Mais je suis très content d'être passé par là. C'était cool, c'est une belle leçon. Et tu te rends vite compte que c'est bidon et que c'est pas ça le vrai argent. Ouais, bien sûr. Quand t'as une carte black, c'est parce que ta banque t'a forcé, tu vois. Et c'est très bien, tu vois. Ouais, c'est clair. Mon gars, moi j'ai une petite carte bleue qui est vraiment bleue. Et c'est ok, tout va bien dans ma vie, tout fonctionne bien, le business est génial, mais j'ai une carte bleue. Et c'est top. Parce que tu apprends vite qu'en fait que ton plafond de carte, il est pas lié à la couleur de ta carte. Non, ça n'a rien à voir. C'est un petit tips que je donne, c'est un petit tips secret. Je voulais te parler d'un truc qui était lié à ça, un truc que j'entends souvent, tu vois, par rapport au business. Et avant, je vais te parler de la couleur des entrepreneurs sur les réseaux sociaux. Alors, je connais pas ta consommation d'Instagram, mais moi, je suis à 4-5 minutes par semaine environ. Bravo. Non, c'est vrai. Bah, bien sûr. Excellent. Autre chose à faire que regarder Insta, je te cache pas. ça me fatigue. J'aime pas trop. Par contre, il y a une espèce de nouvelle vague d'entrepreneurs depuis quelques années qui est très focus sur la réussite, c'est l'argent. Non, tu vois et je vais te reprendre. Ouais. C'est des infopreneurs. Donc tu mets dans infopreneurs. Ça, c'est pas des entrepreneurs. C'est intéressant.
n'identifie pas un personnellement, ou parce qu'il y en a plein, mais pour moi, tu as des vrais entrepreneurs, tu vois, avec lesquels d'ailleurs j'ai fait des contenus qui sont des mecs brillants, que je me rendais pas compte, et tu as des mecs en fait qui sont, j'appelle ça infopreneurs, parce qu'en fait c'est des pseudo-journalistes qui vont inviter, parce que pseudo-journalistes, pourquoi? Parce que c'est pas des journalistes, mais qui font un travail comme un peu journalistique, tu vois, de faire des interviews avec des gens brillants. Et en fait, là où ils sont forts, c'est que par contre, ils vont pouvoir sûrement s'approprier, ou en tout cas comprendre des mécanismes de mecs brillants, mais ça n'en fait en aucun cas des entrepreneurs, parce qu'ils ont monté une chaîne YouTube et Ah, tu parles de ceux-là, toi? Moi, je te parle encore d'une autre race. Moi, je te parle de ceux qui réussissent un petit peu, qui font un petit peu de trésor, et qui, à coup de story, à coup de vidéo, à coup de contenu, vont essayer de te faire rentrer dans la tête que la réussite, c'est Dubaï. Ah oui, ok. C'est les grosses caisses. Ok. Et finalement, quand tu montes une boîte et que tu arrives à faire 10K de chiffre d'affaires, le premier objet que tu dois t'acheter, c'est une Rolex. Tu les vois, ces mecs-là. Ils existent. On les voit beaucoup. Qui connectent la réussite aux objets de luxe. Qu'est-ce que tu penses de ces gars-là? Écoute, moi, je suis pas branché montre. Donc, j'ai pas mis ça. Maintenant que je me sois acheté une belle voiture, ou que j'ai pas de voiture et que je suis en Uber, moi ça met pas de la valeur dans ce que je fais, ce que je fais. Mais en fait, qu'est-ce que ça cache, ça? C'est ce que tu as su en fait combler, parce que je pense que tu es arrivé à un point de maturité où tu avais suffisamment d'estime de toi pour ne pas avoir besoin de t'affirmer avec des objets qui allaient renvoyer une image et qui allaient te permettre d'être entre guillemets approuvé. Parce que c'était le projet. Hein. Ben oui, mais c'était totalement le projet. Mais c'est complètement humain. Anecdote, je te la place avant que tu finisses la phrase. La plus tarée possible, j'avais une Porsche à l'époque. Bah oui, je me suis pas permis d'en parler. Tu vois, non, mais on peut tout dire. Parce que j'aime les caisses, tu connais. Écoute ça là, elle est dure. Hein. Je choisissais des restos, quand j'allais faire des restos avec des potes, avec des places de livraison devant. Parce que je voulais pouvoir me garer devant, mon gars. Mais c'est complètement humain. Et... c'est terrifiant. Je trouve ça terrifiant. Je me revois encore sur Google Maps, tu sais, dans mon HLM. Et tu sais, alors, en train de faire ça. Tu sais, c'est ridicule. Il y a quelques mois, je sais pas si je dis une bêtise, mais en tout cas, je crois que c'est lui. T'as le directeur général de Publicis, tu vois, qui a un très gros salaire. Hein, ça, c'est des mecs qui tournent avec des très gros chiffres, qui a dit qu'il n'avait pas les moyens d'aller à Saint-Tropez. Et en fait, j'ai trouvé ça trop marrant, parce que c'est tellement pour lui gaspiller de l'argent. Alors moi, je dis j'adore, mais peu importe. Mais ce que je veux dire, et j'ai trouvé ça beau de sa manière d'être, de se dire, bah en fait, mon mindset, c'est peut-être pas, c'est pas d'épargner 100% de ce que je gagne, mais en tout cas, c'est pas de dépenser des sommes astronomiques pour lui, il y a trop d'écart entre la valeur, je pense, produit et ce qu'il en retire. Et le prix. Exactement ce qu'il en retire. Et en fait, bah, dans ce que tu me dis, voilà, t'as besoin des fois, normal, d'exister pour compenser un petit mal-être. Et je pense que, en fait, ça, plus t'entreprends, plus tu fais de choses, plus t'es OK avec le fait que tu regardes même pas ça, en fait. Tu vois, tu penses même pas, tu y penses plus en fait. Ouais. Tu vois. Faut juste que ça soit. Alors, ce qui m'a fait passer ça, je pense que c'est le couple et ma femme, tu vois, qui m'a mis un petit coup de pression et qui m'a dit, vraiment, on en est encore là. Après, t'as aussi. Avance. Il faut pas non plus. Il y a sûrement des gens qui écoutent. Il y a aussi aimer, tu vois, t'as le droit d'avoir ta sensibilité. T'aimes les bonnes voitures, t'aimes les trucs, c'est ok, tu vois. Mais là, c'est un comportement, ce que je viens de te définir. Oui. Moi, je le mets dans le comportement extrême quand même. C'est que là, la soirée est organisée en fonction de l'image que je vais renvoyer. On est plus. Je me rappelle quand t'avais les rendez-vous, etc. Tu me racontais. Ça a marché. Et pour le coup, c'est un truc qui marche. Hein. Mais non, mais ça peut être intéressant stratégiquement, tu vois. Et c'est un réel vecteur de crédibilité d'avoir une grosse caisse. Hein. Quand tu t'arrêtes devant les gens, ils se posent des questions, mais comment? En fait, t'envoies directement un signe de bonne santé financière personnelle. Faut pas s'étonner surtout pour les meufs, quoi. Ouais, moi ça m'a jamais. Ça va. Non, c'est pas forcément les plus intéressantes que tu ramènes. Que t'attires, je pense aussi. J'ai jamais eu le problème, tant mieux. Non, mais je sais. Pour le coup, en perso, ça envoie un super signal de santé perso, financière en tout cas. Pro aussi, c'est ok. Si tu te permets d'aller à des rendez-vous d'affaires en chopper, ça veut dire que t'es confortable, tu vois. Néanmoins, j'ai pu signer quelques clients avec ça, mais en vrai de vrai, c'était pas les meilleurs. C'était vraiment pas les meilleurs.
les plus solides que j'ai pu rencontrer. C'était des mecs comme toi à l'époque, en fait. Enfin, comme toi. Qui À avaient ce cette époque, mindset, qui avaient le mindset que voilà. Ah, mais clairement, c'est des mecs qui Et regardent. toi, tu l'as évolué. Ouais, je suis passé à autre chose. Mais ouais, les entrepreneurs les plus en place que j'ai pu rencontrer, ils sont très standards. Hein. Très standards. Ça a levé 30, 40, 50 millions. Le mec, il est basique. Vraiment simple. Donc, j'allais te dire, il y a un truc qui revient assez souvent, tu vois, dans le business, ou en tout cas de la part des gens qui font pas forcément de business, c'est qui parlent de chance. C'est quoi ta vision de... Comment tu doses la chance, tu vois, dans ce que tu as fait, toi? Tu la mets où? Elle existe pas? En fait, pour moi, la chance, c'est pas qu'elle n'existe pas. Moi, je vois plus l'opportunité et le timing, tu vois, un peu un truc de physique quantique. Mais par contre, je crois que l'opportunité, quand t'es proactif dans la vie, c'est ok de la rater parce qu'elle revient. Si t'es proactif. Hein. Et donc, c'est pas de la chance parce que ça revient toujours. Quand tu te tapes et que tu fais plein de choses qui vont vers la construction de ce que tu veux construire, ben, je pense que t'as toujours une seconde chance, voire une troisième chance. Tu peux pas te cramer, enfin ça dépend de ce que t'as fait, mais tu peux pas te cramer. Je pense que c'est ok l'échec, tu vois. Et du coup, enfin c'est pas d'ailleurs c'est ok, s'il y a aucun, c'est vraiment ok. C'est vraiment ok, ouais, voilà. C'est beaucoup plus grand que ça, que ce que je voulais dire. Mais du coup, il y a pas vraiment de chance, parce que la chance, ça serait si ça n'arrive qu'une fois à un seul moment dans ta vie, à cet instant-là. Et si tu penses comme ça, par contre, il est possible que tu renforces ça, bah oui, parce que tu vas baisser les bras et dire bah ça y est, ma chance est passée, j'ai raté le coche. J'ai raté le coche, ouais. Alors que finalement, comme tu dis, quand t'es proactif, moi je pense, ma vision sur ça, c'est que des opportunités, en fait, il y en a partout. C'est juste que si tu les vois pas encore, c'est que t'as pour l'instant pas le mindset de pouvoir t'en saisir, c'est tout. Point. Aussi simple que ça. Après, effectivement, il y a une notion de timing, parce que dans le business, le timing business, ça reste important. Typiquement, un exemple intéressant, moi qui m'a fait bien péter le Covid, tu vois, on a monté une boîte genre en début Covid qui a explosé pour le coup. Elle aurait jamais fait ces chiffres-là s'il n'y a pas eu de Covid. Bien sûr. Il y a eu un timing market qui était parfait. C'était vraiment nickel. Néanmoins, ce truc-là, tu me le sers 10 ans plus tôt, bah, je vais juste dire, ah, c'est chiant, on doit rester chez nous. C'est tout. Le mindset, ça aurait été ça, tu vois. Tu fais rien avec. Donc, ok, t'es ok avec ça. Un truc qui m'a choqué assez rapidement, moi je suis assez dithyrambique avec les études, c'est un truc que j'aime pas beaucoup. Toi, contrairement à beaucoup d'entrepreneurs, bah, finalement t'es allé loin en études, même plus loin que la plupart des profils que tu croises peut-être, j'en sais rien. Comment ça se passe d'étudier le business en cours? Dis donc. En fait, j'adore et je recommande de faire des études. Mais peut-être pour des raisons qui échappent à ceux qui en parlent. C'est pas du tout pour la compétence en fait que t'en retires. Parce que en fait, moi j'ai rien retenu de ma compta, j'ai rien retenu de rien. Tu vois, donc ça me sert à rien. En fait, le contenu pédagogique, j'ai beaucoup. Il me reste que 10%. Tu vois, ils mettent pas tant que ça. En revanche, là, par rapport à mes capacités, là où j'ai progressé grâce à mes études, c'est qu'en fait, bah, tu vois, en allant à l'école, j'allais à la boxe et j'allais à l'université. Donc déjà, tous les jours, j'allais à Massy, puis j'allais dans le 16e. Ben, j'étais dans un dispositif où mon langage, mon langage corporel et tout était différent d'une heure à l'autre, et donc je devais switcher de mes différentes manières d'être. Et donc, ça me faisait progresser dans mes ressources humaines, quoi, tu vois, dans mes soft skills, de m'adapter à mon interlocuteur. Et en plus de ça, là où ça m'a fait progresser, c'est que bah, j'ai pu, donc quand tu fais des présentations de projets, j'ai pu progresser sur des prises de parole, sur des choses comme ça. Maintenant, comme je te l'ai dit, pour moi, un founder, tu vois, la principale qualité, c'est pas quelque chose qui... C'est pas que ça ne s'apprend pas, ça peut se développer, ça s'apprend, tout le monde peut le faire, mais c'est pas à l'école, mais c'est pas, enfin ça peut être à l'école, mais c'est pas en tout cas dans le dispositif actuel de comment sont amenées les choses que tu l'apprends, puisque t'es pas proactif, tu vois, on est dans un système majoritairement où t'es assis et tu engranges de l'information, alors que à l'inverse, tu vois, enfin en tout cas ma manière d'entreprendre, c'est tu fonces et après tu réfléchis. Enfin, je saute et après je réfléchis en vol. Ok, comment maintenant je vais là. Problem solving, comme je dis souvent.
Voilà. Gérer des problèmes, c'est tout. C'est juste ça. Ok, donc bien que tu aies suivi tout un... Alors le but c'est pas de cracher sur l'école en question, hein, aucunement. Bien que tu aies suivi carrément un vrai cursus sur le sujet, tu es ok avec le fait que c'est sur le terrain qu'on apprend vraiment, quoi. C'est pas dans le master que tu t'es dit ça y est, j'ai compris le business, j'ai compris les rouages. Quoique, on pourrait, tu sais, pour le coup, moi qui vends pour le coup des accompagnements et des formations en business, je pense clairement qu'il est possible en fait d'apprendre. Il y a des fondamentaux, il y a des Bien guides, sûr. il y a des manières de faire, en fait, ça s'apprend. Bien sûr. Cette mentalité-là. Et tout s'apprend, mais tu n'apprends pas à boxer à la salle. C'est deux mondes différents. Le combat, l'entraînement, même le sparring, ça n'a rien à voir. Et tu peux me dire que tu es le meilleur du monde à l'entraînement. Si tu n'as pas fait de combat, je sais pas que je parle pas avec toi, mais tu parles pas de la même chose. Ouais. Et bah là, c'est pareil. Tu peux avoir fait toutes les études, tous les projets, etc. Quand c'est pas ton oseille, quand c'est pas ta vie qui est mise en danger, que c'est pas, enfin en danger, qui est pas mis en tout cas qui est pas sur la table, quoi. Qui est pas sur la table, c'est pas pareil. C'est vrai que c'est pas pareil. Donc pour moi, et c'est comme j'avais un exemple que j'aimais bien, c'était est-ce que tu préfères monter dans l'avion d'un mec qui n'a pas de diplôme d'aviateur mais qui a fait 100 000 heures de vol, ou avec un type qui a tous les diplômes mais qui a jamais volé. Bah, On voilà. va prendre l'option 1, hein, je pense. Tu vois, donc, dans le doute. La vie, c'est de l'expérience, c'est du concret. Surtout ton chiffre, il est sale. 100 000 heures de vol. Ouais, c'est beaucoup. Mais... C'est même lui l'avion, quoi. 100 000 heures de vol, là, il est magique. Il est magique. T'as un projet duquel tu voudrais parler, un projet en cours? Alors, non pas que je veuille en parler, mais effectivement, là, je suis sur un nouveau projet qui, ça fait longtemps que je voulais qu'il émerge parce que j'aime la boxe, j'aime le sport, et en plus, bah, il se trouve que le sport est important pour le bien-être des gens, donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire du bien d'un point de vue sociétal, et donc bah, je suis en train de monter ma première salle de boxe dans le 17e. Alors je dis ma première parce que j'espère que ce sera la première d'une longue série, et donc bah, ça c'est mon projet actuel. Ouais. Tu peux en dire plus sur la taille, parce que de ce que tu m'as dit, c'est quand même un truc dense. Si tu veux en parler, bien sûr, sinon on change de sujet, c'est comme tu le sens. Alors ouais, ça va être un beau projet il va y avoir pas mal d'investissements et d'engagements financiers. Après, je suis confiant sur la manière dont j'ai construit ça. J'ai la chance d'être avec un mec brillant, et du coup, bah, ça me permet... de bénéficier, tu vois, de son expérience d'entrepreneur aussi, et donc je suis assez serein sur la manière dont ça va être exploité, mais encore une fois, là j'y suis pas encore, on verra. Tu connais, voilà, on envole là pour l'instant. Exactement, là c'est que de la prévision. Ouais, tu sais pas trop où ça va. Mais t'es confiant, et c'est important. De toute façon, il faut penser que ça va marcher à donf, t'es obligé. Cette personne, tu l'as rencontrée d'ailleurs. Tu l'as rencontrée comment d'ailleurs? C'est quel type de connexion? Bah, c'est une connexion, c'était dans un mariage. Ok. Donc voilà. Petit échange avec la personne, bon feeling. Bon feeling, on s'est liés d'amitié, on s'est vu, revu, etc. On se voyait dans des cadres rien à voir. Okay. Et après, en fait, un jour, il m'a parlé de ça, et je lui ai dit que bah, moi, c'était un projet que j'avais failli faire naître, mais en fait, seul, j'avais pas réussi à mobiliser l'énergie, le temps, etc. Parce qu'il y a beaucoup de paramètres que je maîtrise pas. Pour monter ce genre d'affaires, que ce soit par exemple de gérer je sais pas, de grandes surfaces comme ça avec des travaux et des trucs tout bateau, quoi, tu vois. Ouais. Et même du recrutement où je suis pas forcément enfin aujourd'hui je me sens plus fort, mais il y a quelques années, voilà, il n'y a pas d'expertise, pas de recul sur ça, et là le fait d'être ensemble, bah, ça m'a mis en confiance, et j'ai dit go. Ok. Surtout qu'il est possible de se louper à n'importe quel niveau. Ça, je donne souvent des exemples dans les différents podcasts. Il y a cette impression pour les gens que quand tu passes un certain cap de projet, tu vois, allez, on est sur un projet à 500 000, 1 million, tu peux plus te tromper. Comme il y a de la trésor, t'es immortel. Non. Faux. Tu peux te louper, je dirais même encore plus fort. Est-ce que tu confirmes qu'il est possible de se tromper sur un projet à 2 millions d'euros? Bah, en fait, oui, je vois pas pourquoi. Effectivement, ça a pas de sens. Ça a beaucoup de sens pour quelqu'un qui a jamais levé 2 millions d'euros. Mais en fait, si tu veux, il y a beaucoup d'auditeurs qui n'ont pas encore de business, et quand ils entendent des chiffres comme ça, et parfois on me fait des retours, ils te disent mais attends, avec 1 million devant toi, c'est impossible de tromper, ça fait beaucoup trop d'argent. Mais quand tu as beaucoup trop d'argent, entre guillemets, tu vas aussi dans des directions qui coûtent beaucoup plus cher, c'est proportionnel, c'est méga proportionnel. J'ai justement un client qui a une salle de sport assez grande,
pareil, super bien placé dans Paris, un projet assez dense. Et c'est une salle de sport justement qui est assez mal démarrée, tu vois. Il passe super proche de la faillite et c'est pour ça qu'on bosse ensemble, justement, pour redresser tout ça. Je pense que quand ça sera corrigé, je donnerai plus de détails, mais c'est un bel exemple pour montrer que même avec de la trésor devant soi, on peut se prendre un mur atomique et qui fait beaucoup plus mal qu'avec un petit projet à 10 ou 15K. Bah, tu sais, on m'a souvent dit un exemple, c'est si tu veux gagner par exemple 1 million d'euros ou 10 millions d'euros, faut être prêt à perdre 10 millions d'euros. Ouais. Et donc, bah, effectivement, tu peux les perdre du coup. Et moi, je dis toujours, parce que tu es prêt à gagner, il faut être prêt à le perdre. Et du coup, bah, forcément, si tu es OK avec ça, ben, ça va. Mais donc, ça renvoie à ce que tu disais, dans le sens où ben, c'est plus douloureux quand c'est costaud. Parce que même si tu as un gain qui paraît potentiel énorme, la perte, elle peut être beaucoup plus grosse que celui qui a des enjeux beaucoup plus en fait, elle est proportionnelle. Bah ouais. Enfin, potentiellement proportionnelle. Ouais, bien sûr. Est-ce que pour terminer, moi j'aime bien terminer avec un échec. T'as un échec à partager, quelque chose sur lequel tu t'es loupé? Genre que t'as regretté un petit peu après? Bah ouais, en fait, les échecs que j'ai regrettés, c'est des échecs sportifs, en fait, parce que je me suis... c'est encore, on en revient au mental, j'ai perdu confiance et j'ai pas su mobiliser mes ressources parce que... Comme quoi? Bon, je vois pas trop d'échecs sportifs te concernant. J'ai une idée. Bah, ça veut être de perdre un combat parce que tu manques d'activité dans le combat, c'est-à-dire que je vais pas être suffisamment... en fait, bah, justement, dans cette mentalité, bah, les couilles, on attaque et à un moment donné, ça peut aussi faire du bien d'être comme ça, tu vois. De toute façon, dans la vie, je pense que nos qualités sont nos défauts sont des qualités. Il faut arriver à harmoniser tout ça. Et quand tu es trop dans quelque chose, bah, tu n'es plus assez dans l'autre. Et donc, bah, c'est important d'être comme ça. Et tu vois, les profils dont on parlait tout à l'heure, ils ont quelque chose d'incroyable. C'est que bah, c'est des gens qui n'ont pas peut-être toujours tendance à intellectualiser les choses et donc bah c'est génial parce que tu te poses pas de questions, tu fonces, tu vois, donc c'est une force quelque part d'être capable de toujours foncer sans mettre le frein. Et celui qui est plus cérébral, ben il met souvent le frein parce qu'il va analyser et quand tu cherches à trop bien faire dans n'importe quel domaine, bah tu fais pas. Et donc c'est un peu ce qui m'est arrivé, c'est d'être perfectionniste, de vouloir bien faire, et à vouloir bien faire, ben tu fais pas. Et je pense que pour bien faire, il faut commencer par faire petit à petit, comme dans un combat, bah, mettre des petits coups, des trucs, pas vouloir tout de suite faire un truc de ouf. La pratique délibérée, encore et encore. Et tu as parlé effectivement du principe de précaution, donc les personnes trop cérébrales, quoi. On reste focus sur les éventualités, qu'est-ce qui peut se passer, si, mais imagine, ça, peut-être. Les profils, alors moi j'ai un peu de ça, mais j'ai majoritairement pas en tout cas dans les affaires, j'ai pas ça. Mais c'est vrai que par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que les dirigeants top, c'est des gens comme ça. Parce que quand tu es chef quand tu es fondateur, tu as besoin d'un bras droit qui voit tous les problèmes, qui dit faut pas y aller. Parce que c'est lui qui aussi te drive. Et souvent, les profils, en tout cas, des beaux profils dans les boîtes, c'est des gens, j'avais remarqué, qui avaient ce genre qui était plutôt TGV ou l'inverse? Non, l'inverse. TGV, c'est plus le fondateur, quoi. Ok, d'accord. Et quand c'est des grosses boîtes, je veux dire le dirigeant qui n'est pas le fondateur, qui est le mec qui l'a mis directeur de la boîte. En fait, ce que moi j'appelle les gens dirigeants, même les gens qui sont top boîtes, qui ont leur boîte, j'appelle ça dirigeant. C'est pour ça que c'est confondu. Non, mais c'est souvent les deux. C'est vrai que dans des grosses boîtes, t'as le mec qui est plus que président, quoi. Ouais, ok. T'as vraiment un échec? Je nous souhaite. Ouais. C'est vrai que c'est pas mal, ça peut être pas mal. Tu as un échec pro, genre, vraiment projet, tu vois un truc, tu te loupes et tu dis bon bah voilà, j'ai appris telle et telle chose, ou pas du tout? Bah en fait je le vois pas comme des échecs, c'est pour le qualifier que j'appelle échec, bien sûr. Ouais, bah oui, bah ça va être un événement que j'ai fait où j'ai pas gagné d'argent, mais en fait j'ai rebondi dessus, donc ouais, on rebondit toujours, tu vois. Voilà, mais donc oui, bah c'était du temps de travail. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait sur cet événement là? Qu'est-ce que t'as engagé et comment ça a fini en fait? Comment on en est arrivé là? Ben, on en est arrivé là parce que j'ai été seul. Et j'étais seul. En fait, contrairement à par exemple quand j'ai fait le Grand Palais, j'ai eu la chance de m'associer avec quelqu'un qui est beaucoup plus fort que moi, et c'est ok pour ça, en tant que commercial. Tu vois, c'est-à-dire que je ne suis pas commercial. Je sais le faire.
Tu vois, c'est ok, je sais le faire, mais je ne suis pas fondamentalement un top commercial, tu vois. Je suis pas capable de te vendre cette bouteille Evian 15 €. Il y a des gens, ils vont t'expliquer qu'elle les vaut et tu vas être ok pour l'acheter. Et ça, c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler comme ça et ça m'a permis d'aller beaucoup plus haut. Et à l'époque où je faisais beaucoup, en fait, le vrai problème, c'était de ne pas déléguer parce que, en fait, quand tu commences à monter des choses, c'est pas de l'ego, mais tu fais pas confiance et t'es tellement accroché à ton truc que tu veux non, j'ai peur qu'il fasse une connerie, j'ai peur de ceci. Et en fait, à pas déléguer, t'es que dans l'urgence et en fait, tu penses que les gens sont dans ta tête et c'est très compliqué après à gérer un projet parce que c'est que quand tu peux plus respirer et que tu lui dis fais ça. Et en fait, qui est pour le coup le pire moment pour déléguer. Oui, parce que l'autre c'est très compliqué pour l'autre, tu peux pas lui en vouloir. Mais oui, et tu veux que ça soit un super héros à ce moment-là. C'est la pire chose de tirer comme ça sur l'élastique, parce que quand tu lâches, souvent il te claque dans la tête. Ça c'est l'enfer. Mais je pense que c'est humain de vouloir garder, d'avoir du mal, en tout cas quand tu commences dans. Et je pense que ceux qui ont des croissances fulgurantes, c'est des gens qui ont réussi à pas être comme ça dès le début. Il faut. Souvent ils s'entourent. Souvent, dès le début, c'est capable de le faire dès le début. C'est important. Ou même sur une petite partie cachée où le gars va pas tout te dire, puis après il y a la croissance fulgurante. Parce que quand tu as une croissance fulgurante, en général tu fais fi de ce qui s'est passé avant, tu mets sous le tapis discretos et tu montres que la croissance. Ok. Et pour finir sur l'échec, le fameux échec sportif, moi j'ai une idée qui me vient. Tu vas me dire si ça te parle. Le fameux Glory. Est-ce que ça pour toi tu le mets dans. Je t'ai sorti un souvenir il y a longtemps. Non, tu vois, comme quoi, regarde. J'ai raté cette opportunité. Alors pour mettre un petit peu de contexte, le Glory c'est une organisation importante dans le kickboxing. On peut dire que c'est un accomplissement. C'est-à-dire que quand tu boxes depuis 5 ans, 10 ans, X, quand t'es appelé pour combattre au Glory, si ça se passe bien, peut-être que t'as un contrat. Et là, on n'est plus dans le même game. On n'est plus sur des bourses à 1000 € là. Et c'est plus pareil. Et ce qui est drôle, tu vois, en fait, là, on va répondre à deux verticales que tu as abordées. C'est que donc j'ai eu cet échec du Glory où j'ai pas été à la hauteur et mon adversaire a été top et il m'a pris la victoire. Il a remporté le combat. Il n'y a pas eu de suite. Et en fait, c'est que là, quelques années plus tard, le Glory est revenu vers moi. Et donc, en fait, tu vois, c'est pour ça que je te disais, quoi qu'il arrive dans la vie, quand tu continues, donc j'ai pas arrêté la boxe, j'ai continué, etc. Une opportunité qui a été ratée à un moment donné, elle revient. Elle se représente, si tu te maintiens. Elle se représente. Alors, c'est une belle leçon, ça. Évidemment, là, on parle d'un marché stable du sport. C'est sûr que si tu me parles de certains marchés, comme tu dis, évoluer avec les conjonctures, ça peut ne pas se représenter. Mais ça, c'est encore une fois, c'est des paramètres qu'il faut évidemment avoir en tête, quoi. Ça m'a fait plaisir aussi, juste pour ce petit côté sportif, quand j'ai vu ton ami avoir la ceinture là, Barbosa. Cool. Ouais, bien sûr. Ça t'a fait plaisir aussi, c'est cool. Grave, bien sûr. C'est cool, tu t'entraînes tout le temps avec lui. Tu passes très rapidement de mec un peu classique, on ne te connaît pas trop, boum, ceinture. C'est quand même violent la boxe, hein. C'est impressionnant. En fait, c'est aussi pour ça que je pense que beaucoup de boxeurs sont assez humbles, en tout cas j'espère, parce que tu montes vite, mais tu peut redescendre très vite aussi. Et derrière, d'ailleurs, je crois qu'il a lose la ceinture, j'ai cru voir. Donc, mais peut-être qu'il va la regagner. Il risque d'y avoir une trilogie, en fait, vu la tournure du combat. Je pense, la vérité, je sais pas comment c'est, mais et donc, c'est ça qui fait qu'il y a souvent beaucoup d'humilité dans ces sports. Moi, j'ai encore jamais croisé un boxeur zélé, en fait. Je pense qu'après tout ça, après avoir été dur au mal, après tant de training, après t'être fait déglinguer, parce que ça arrive, il y a des jours avec, il y a des jours sans, tu peux te faire dégommer. Tu peux plus en fait. C'est impossible de plus être humble, toi que t'as compris. Bon, écoute, je pense que cet épisode pourrait durer encore des heures et des heures. On est arrivé au bout des questions que je voulais te poser. Donc je te remercie pour ce temps. J'ai passé un très bon moment. Toi, c'était cool. Pareil. Merci Julien et bravo pour ce joli podcast. Écoute, je te remercie. Comme d'habitude, si t'as une question sur le business, t'as le lien dans la description pour poser ta question, j'en ferai peut-être un épisode. Si t'as une idée de personne que je pourrais inviter, j'en ai déjà reçu pas mal, merci beaucoup pour ça, n'hésite pas, au même endroit, tu me mets ça dans le pose ta question, tu m'envoies l'idée, je fais contacter la personne et je l'invite. Sur ce, je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où tu vas regarder cet épisode.